Bonsoir à toutes et à tous, ici Equinox le Shin Abyssal. Je suis un fan très incontesté de manga et de beaucoup de choses, mais comment dire, j'ai des goûts très très variés. Je m'intéresse à des trucs très adultes, en gardant quand même un côté enfantin et très nostalgique. Exemple très concret, je lis des mangas genre Tokyo Ghoul Re, Tokyo Ghoul, Nanatsu no Tensei, Bleach, One Piece, et pourtant je m'intéresse encore à des trucs assez enfantins on va dire, entre autres Pokémon et peut-être Yokai Watch. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon Sun et Moon et de différentes théories que j'ai moi-même concoctées ou repris à ma sauce. Disons-le clairement, je ne suis pas très doué pour les trucs. Ce sont mes théories, mes avis. Certaines sont peut-être pas faux, peut-être vraies. De toute façon, ce ne sont que des théories. Et nous allons commencer dès maintenant. Et on commence comme tout jeu Pokémon commence avec les starters et principalement avec le starter feu Flamiaou, qui est lié à une théorie assez intéressante. Si vous connaissez Emulboy, vous connaissez sans doute cette théorie. Dans celle-ci, Emulboy dit qu'il existe 7 félins non légendaires sur les 7 générations qui seraient liés donc aux 7 péchés capitaux. Pour la première génération, nous avons l'avarice avec la famille de Miaus. Pour la deuxième génération, nous n'avons rien puisque la région de Johto est liée à la région de Kanto, donc rien du tout. Troisième génération, pour M, Telkati et la fierté. Quatrième génération, Shino avec 2 péchés, la colère pour le Xrey et la gourmandise pour Chafreux. Pour Unis, cinquième génération, l'envie pour la famille de Chakripan. Et enfin, la sixième génération, la paresse pour Psytigri et ses évolutions. Sur les 7 péchés, 6 ont déjà été donnés à 6 félins. Pour le 7ème félin, qui est le starter feu, il ne reste que la luxure. Bien sûr, certains m'ont déjà dit sur justement le forum vidéo.com que cette théorie n'était pas fondée et qu'il n'y a pas de raison de croire qu'elle soit vraie. Or, la plupart des théories non fondées de Pokémon s'avèrent des fois justes. Genre la théorie des starters feu qui sont tous des signes zodiaques est vraie jusqu'à maintenant. Le fait que les starters eau soient liés à des créatures aquatiques et à des thèmes de la guerre et des armes est lié encore aussi. Et celles des starters plantes qui sont un lien d'évolution est pour l'instant encore assez vague, même si elle tient encore un peu la route, même si elle n'est pas vraiment. Bref. Cependant, je pourrais vous dire qu'il y a un point qui pourrait dire que cette théorie est vraie. C'est sur le site officiel, sur la page de Flamiaou, qui est écrit « Quand Flamiaou mue, son pelage s'embrase pour devenir une immense flamme chatoyante. » Or, quand j'entends chatoyante, je pense immédiatement au désir de la passion, le désir charnel, la sensualité. Bref, tout ce qui pourrait s'allier à la luxure, justement. Bref, en sachant que Flamiaou est censé représenter le tigre de feu, est-ce que son évolution bipède, parce que de toute façon tous les starters feu finissent bipèdes, sera-t-il un tigre de feu féminin entouré d'une immense robe flamboyante? C'est ce que nous verrons de toute façon. Et on reste dans ce qu'on trouve au début du jeu, c'est-à-dire le professeur, et cette fois on va parler de Forbe. Entre guillemets, le professeur, vu que nous n'avons pas encore, ce n'est pas été encore officialisé, et ça pourrait bien être le professeur Alain, mais bon. On verra ce qu'on verra. Bref, si vous avez vu le trailer japonais, vous savez que Forbe est marié. Il a une alliance et semble être marié. Mais avec qui est-il marié? Eh ben, je pense moi, qu'il est marié avec la personne qui pourrait être votre mère dans le trailer. En effet, quand il y a une scène où on voit cette personne, et dans cette scène seulement on voit un Miaus. Déjà on l'avait deviné. Mais qui est dans la scène avec. Qui est dans la pièce avec elle, c'est Euphorbe. Et ça pourrait expliquer un truc. Peut-être que c'est votre père qui habite Aloha et qui vous a invité, votre famille, à se déménager sur cette île. Pour réunir votre famille justement. Ou alors c'est Allah qui l'a invité pour qu'il se prenne sa place parce que Allah est peut-être professeur Pokémon, sauf qu'il est peut-être trop vieux et qu'il a décidé de prendre sa retraite. Voilà. Deuxième point de cette théorie, c'est que peut-être que Forbe, même si c'est votre père, pourrait être maléfique. Pourquoi cette supposition? Tout simplement
par rapport au nom, Euphorbe. Nom français Euphorbe, tout simple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit une rareté, enfin une plante rare, enfin très rare, on va dire, qu'on trouve principalement dans les régions tropicales. Or, la plupart de ces espèces sont vénéneuses, donc des plantes toxiques. Et donner un nom de plante toxique à un personnage censé être gentil est assez bizarre pour des personnes de Game Freak. Or, comme on sait, Game Freak ne fait pas les choses à moitié. Donner ce nom à ce professeur, à ce personnage, aura sans doute une influence. Peut-être, peut-être qu'il se fera enrôler par là où les teams de Sun et Moon, par leurs idéaux, et qui devra affronter le dresseur en cours de route. Donc peut-être son fils, si c'est vraiment votre père. Et que, après ce mois, il ouvrira les yeux et comprendra qu'il a fait fausse route. Je pense, c'est une théorie. Ce n'est pas sûr. Je fais ce que j'imagine et ce que je vois. Et pour moi, on voit très clairement que Euphorbe pourrait être votre père. Bref. Passons à la théorie suivante maintenant. Passons maintenant à ce qu'on trouve principalement sur les premières routes ou les premières véritables épreuves du jeu. C'est-à-dire les insectes régionaux. Le ou les insectes régionaux, ça dépend des générations. Or, nous sommes en 7ème génération et ce que j'aime remarquer, c'est que toutes les générations impaires et une génération sur deux, donc de toute façon les générations impaires, il y a toujours deux ou une famille évolutive avec deux branches évolution d'insectes régionaux. En effet, première génération, nous avons Chenipan et la famille Papillusion et Aspico avec la famille Dardanian. Or, en deuxième génération, il n'y a pas d'insectes régionaux, vu que, comme je l'ai dit précédemment, Kanto et Johto sont sur une même île, une même région, on peut dire, une grande région coupée en deux. Il n'y a donc pas principalement d'insectes régionaux, et quand je dis insectes régionaux, je précise que ce sont des insectes avec trois formes, donc larve, cocon, forme finale, ou forme normale, une sorte de cocon et une forme ailée, dans le cas de l'insecte régional de Sinnoh, qui est Shunity, et qu'on trouve principalement dans la première forêt du jeu. Or, dans Johto, il n'y a pas de forêt, donc il n'y a pas d'insectes régionaux. Pour la troisième génération, à ON, dans le Bois Clément, c'est ça, Bois Clément, ouais, entre Mérouville et l'autre ville, vous tombez sur Chunipot, et si vous êtes très chanceux, vous pouvez tomber sur des armures lisses et des brindalices, qui sont son évolution et qui évoluent donc en Papinox ou Charmeleon. Et si vous avez deviné de quoi je parle, c'est que cet insecte régional, il a deux formes. Donc deux familles d'évolution. Ensuite, on passe à la quatrième génération, et comme j'ai dit, Shunity est l'insecte régional avec trois formes, même si elles se sont séparées en deux familles, mâles et femelles. Mais on constatera bien qu'on le trouve principalement dans la première forêt du jeu et pas avant. Ensuite, cinquième génération, et un duo d'insectes, Larvillette et Venipat. Là encore, trois évolutions, première forêt du jeu, même si elle est très éloignée. Bref, ma sixième génération, donc, vous savez ce qui je parle, Pespélion, un seul. Donc nous sommes en 7ème génération, et il est forcément probable que nous ayons deux duos d'insectes régionaux. Or, nous sommes dans une île tropicale. Qu'est-ce qu'on trouve principalement dans les îles tropicales? Dans les insectes. Des papillons. Et comme nous sommes dans le cycle jour-nuit, nous pourrons retrouver une sorte de papillon de nuit, papillon de jour. Bon, papillon tout court et papillon de nuit, comme en 3ème génération. Ça ferait redondance, mais ça collerait avec l'univers Soleil et Lune. Mais bon, on verra très bien comment ça évoluera. Mais cependant, autre chose que j'ai à dire justement sur cette théorie, ça pourrait être bien d'avoir d'autres insectes, comme en 5ème génération. Puisque c'est vrai que les papillons, on en bouffe depuis la première génération. Attendez, Papillusion, Dardanian, c'est pas vraiment un papillon, mais ça ressemble de guêpe. Papilord, c'est un putain de papillon. Charmillon, c'est un papillon. Papinox, c'est un putain de papillon. Prismillon, putain de papillon. 6 générations, 6 insectes
qui ressemblent à des putains de papillons. Voire plus. Mais bon. Donc, logique impose, comme je l'ai dit, 7ème génération, c'est une génération impaire, donc nous aurons un duo d'insectes régionaux. Et si vous êtes en train de me dire, vu comment c'est parti, nous allons avoir encore moins de Pokémon qu'en 5ème génération, il faut savoir que les générations impaires ont toujours un nombre plus élevé de Pokémon que les générations précédentes. Or, sommes toujours arrivés sur un coup de 200 Pokémon entre chaque duo de génération. Il serait donc logique que pour cette génération-là, nous ayons une centaine de Pokémon, voire peut-être moins, peut-être 90, et peut-être 90 pour avoir un total de 180 pour les globales de la 7ème et 8ème génération. Peut-être. Je dis pas que ça se passera comme ça, je dis juste que c'est une théorie. Mais on a remarqué, c'est quand même une sacrée coïncidence que les générations impaires aient toujours un nombre supérieur de Pokémon que les générations paires. Comme elle a toujours un duo d'insectes. Bref. Passons maintenant à une autre théorie concernant cette fois les teams. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons passer de là où les teams de Soleil et Lune. Alors pourquoi je parle des teams? Tout simplement parce que dans le trailer japonais et dans le français aussi, lorsque nous rencontrons pour la première fois les légendaires, ce qui nous montre, nous avons donc Solgaleo, entre guillemets, je vous rappelle que ce n'est pas son nom officiel, mais c'était le nom qui a été leaké en même temps que les noms japonais des starters, donc on pourrait bien le donner donc. Mais bon, sinon appelons légendaire de version Soleil, a lieu le jour, entre guillemets, alors que le combat contre Nulana ou légendaire de Lune a lieu pendant la nuit, encore entre guillemets. On pourrait donc supposer que les talents de ces légendaires, même si ce n'est pas très originaux, seraient d'apporter une nuit et un jour éternel. Mais qu'est-ce que ça pourrait apporter une nuit et un jour éternel à la team qui les convoiterait? Je ne vois qu'un mot à dire pour ça. Énergie. Pourquoi énergie? Tout simplement parce que quand on regarde les effets du Soleil et de la Lune sur notre planète, ça a des conséquences quand même assez importantes niveau énergie. Grâce à la photosynthèse, on a été capable de produire une énergie photovoltaïque, une énergie solaire qui n'est pas très productrice certes, mais avec peut-être un jour éternel deviendrait carrément importante. De même, on sait que lors des différentes phases de la Lune, ça entraîne des changements au niveau des coups de l'eau au général, donc au niveau des marées. Or, une nuit éternelle pourrait produire des marées tellement importantes, créant des inondations que, si elles sont contrôlées, pourraient servir à une énergie hydraulique. Or, je pense que pour la première fois dans l'histoire Pokémon, nous aurons une véritable team qui aura vraiment des convictions bonnes, avec un bon but, mais ça va dégénérer. C'est pour ça que je disais avec Euphorbe, qui pourrait peut-être soudoyé par la team, parce que c'est vrai que c'est quand même un problème important dans notre vie à nous. Dans notre vraie vie, on a quand même un problème avec l'énergie. Ça se voit quand même. Ça se voit au niveau de l'énergie, même des énergies fossiles, ça se voit. On est en train d'assécher notre planète. Donc ça serait bien, ça serait bien, c'est que cette théorie soit vraie. Que Game Freak fasse passer un message que faut prendre soin de notre planète. Bon, pas vraiment comme ça, mais bon. Prendre conscience qu'on use trop d'énergie. Et imaginer que cette team, donc c'est là où les teams, est vraiment un objectif sain. Pas comme les autres teams qui sont Team Rocket de voler de l'argent, Team Aquamagma qui voulait juste augmenter le niveau des mers ou augmenter le niveau de la terre. C'était un but, certes, entre guillemets, bon, mais il était voué à l'échec. Et de toute façon, il était totalement maléfique, puisque ça entraînerait quand même des conséquences désastreuses par rapport aux gens. Bon, là, ça entraînerait quand même des conséquences désastreuses. Mais imaginez une team avec un bon fond, où le leader ne soit pas corrompu, et qui comprenne à la fin qu'il a fait une erreur. Ça serait quand même bien.
ça serait quand même sympa. Enfin, sympa. Ça serait pas vraiment réaliste, vu que la nature humaine est fait qu'on soit des véritables connards. Mais imaginez seulement un instant que les teams, là où les teams, soient bonnes, enfin, soit on est un objectif noble, mais cet objectif serait voué à l'échec et entraîner des conséquences désastreuses. Ça serait bien, mais on verra comment évoluera Graphic. Pour le moment, je nomme ces teams la team Photon et la team Hydro. Photon parce que photovoltaïque et Hydro parce que hydraulique. Mais bon, nous verrons ça plus tard. Maintenant, on va passer à des gros points assez importants. La théorie que je vais évoquer par là me tient vraiment à cœur parce qu'elle va évoquer le fait que, comme nous sommes sur une région inspirée d'Hawaï, nous pourrons rencontrer un Pokémon, sans doute Tiki, un ou plusieurs Pokémon. Si nous pensons à des Tiki, nous pensons à quoi principalement? À des esprits. Donc un Pokémon spectre qui ressemble à un Tiki est très envisageable. Mais peut-être qu'il n'y aura pas qu'un seul, peut-être qu'il y en aura peut-être deux, voire trois Tiki. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde les éléments qui sont créés de Tiki, principalement dans le monde, on retrouve quatre éléments. Les eaux, le jade, le bois et la pierre. Or, sur les quatre éléments que j'ai cités, deux se référencent à des types. Le type plante et le type roche. Un spectre plante existe déjà en 6ème génération dans la famille de Décéliandre. Mais imaginez un spectre roche. Ça serait tellement badass. Juste tellement badass. Imaginez juste 5 minutes. Un putain de masque de pierre animé par un esprit. Genre un spirit tombe, mais vraiment, vraiment flippant. Ça serait vraiment bizarre. Et pourquoi je parle aussi de troisième Tiki? En fait, cette théorie marche aussi en fait avec un troisième Pokémon qui a été liké en fait dans les noms avec Solgaleo et Lunala et les noms des starters. C'est un Marshado. Si il est le troisième légendaire complémentaire, il pourrait être lié au bibelot ancien qu'on nous donne dans X et Y. Et ce truc ressemble à un Tiki. Et pas n'importe quoi. Un Tiki fait en os. Je précise. Et si c'est vraiment un Tiki fait en os, alors ce Pokémon serait donc un spectre. Mais il y a aussi une théorie qui est plus impressionnante et qui concerne plusieurs légendaires. Donc je vous en parle maintenant. Comme je l'ai dit dans la précédente théorie, on va parler cette fois de Marshado et sans doute des légendaires de cette 7ème génération. Si vous traînez sur internet, vous connaissez sans doute le site Millennium, qui parle de beaucoup de choses, entre autres League of Legends, Warcraft, Starcraft et tout le prapa. Or, dans les dernières théories qui l'ont sorti, il y avait une relation entre l'Aloha, l'astronomie, l'alchimie. Et qui évoquait que le fait que, comme Alola serait un archipel rassemblant à Hawaï, et qu'il y ait 8 îles, il pourrait avoir des légendaires représentant des planètes. Or, je vais pousser plus loin cette théorie. Nous savons déjà que Solgaleo est censé représenter le Soleil, et Lunala censé représenter la Lune. Or, ce n'est pas totalement vrai. Si on regarde principalement la tête de Lunala, on peut remarquer qu'elle a l'apparence étrange avec le signe astronomique de la planète Mercure. Coïncidence? Je ne pense pas. Puisque précisément un autre Pokémon légendaire fabuleux de cette 7ème génération, Magana, si nous enlevons certains éléments de son corps, les oreilles, les espèces de boules, on pourrait tomber sur le symbole astronomique de Vénus. Nous avons donc déjà Soleil, Mercure, Vénus. Or, nous savons qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Marshado. Or, si on décompose son nom et qu'on prend en compte qu'il n'y a qu'un S, mais que c'était un double S, quand je dis un double S, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre deux S, ils ont mis un seul S. Nous avons donc Mars et Shadow. Mars comme la planète Mars. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il nous manque plein de planètes, vu que normalement Solgaleo et Lunala se trouvent sur la même île lorsqu'on les affrontera. Et que si, bien sûr, comme on imagine, Magana se trouve sur une autre île,
sans doute liées au Pokémon Acier, sans doute. Nous avons donc 6 îles avec 6 autres planètes. Oui. Et bien sûr, quand j'ai 6 autres planètes, il faut prendre en compte que Zygarde ne se rentre pas dans ces caractéristiques. En effet, Zygarde parfait devrait représenter la Terre. Et nous avons donc des Pokémon légendaires qui devraient représenter Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En sachant que Pluton n'est pas considéré comme une planète depuis longtemps. Mais imaginez quand même que ça soit le cas. Nous pouvons imaginer certains types de ces légendaires. Enfin, certains, comme je l'ai dit. Uranus serait sans doute lié au type glace, puisque c'est une planète très glaciale, vu qu'elle est très éloignée du Soleil. Neptune, un type eau, vu que Neptune est la représentation du dieu Poséidon dans la mythologie romaine. Pluton, lui, censé représenter d'ailleurs le dieu des morts. Mais comment représenter un dieu des morts par un spectre? Mars Shadow, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait être un Tiki. Et comme je l'ai dit, Mars et Shadow. Soit c'est un Pokémon qui pourrait être spectre combat ou combat ténèbres. C'est vraiment très flippant quand même. Pour ce qui est des autres, Jupiter, Saturne, je ne peux pas imaginer les types ou les formes qu'ils pourraient avoir. Mais ce sont sans doute les géants de notre système solaire. Donc des Pokémon assez mastoc, je pense. Mais bon, nous verrons si cette théorie a bien un lien avec l'astronomie ou si c'est totalement du foutage de gueule. Nous verrons ça dans une autre truc. Voilà, c'est tout pour moi. Ces 7 théories, dont une seule que j'ai reprise, c'est un youtubeur et Mulboy, ont vraiment été un plaisir à décrypter avec vous, plutôt à vous démontrer. Ce ne sont des simples théories, comme je l'ai dit, et il y a bien sûr d'autres théories qui pourraient être bien sûr à parler. Mais bon, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Surtout concernant les autres starters, comme Otinquin et Brindibou. Notamment le fait que peut-être que Brindibou perde son type vol, pas ce type sol. Mais bon, ce n'est qu'une supposition et n'est pas encore véritablement fondée. Je voulais vraiment tourner cette vidéo rapidement parce que nous sommes aujourd'hui le 26 mai. Cette vidéo sortira sans doute le 27 ou le 28, ça dépendra du temps que je mettrai à la montée. Mais il faut savoir que, normalement, le 2 juin, nous avons des informations complémentaires qui pourront soit améliorer, soit casser ces théories. Mais bon, je voulais vraiment en parler avant que ça arrive, pour que les gens aient une petite idée de ce qu'ils se disent. Je pense que la plupart des gens vont dire, comme sur jeuxvideo.com, que ça ne tient pas à la route et que ce sont des théories non fondées, qui n'ont pas vraiment de but. J'ai envie de leur dire, tout simplement, à ces gens, que nous faisons avec ce que nous pouvons. Vraiment, nous avons très peu d'informations en seulement 3 mois et quelques. 3 mois, 4 mois, avec en comptant que ça s'était annoncé en février, et que nous avons vraiment les termes d'infos au début du mois. Mais bon, nous faisons avec ça. C'est juste que si on fait vraiment des théories, comme je le fais moi, c'est pour imaginer ce qu'on pourrait avoir, même si ça peut nous choquer des fois. Des fois, il y a des théories tellement connes qu'elles marchent, ou même pas, qui n'ont aucun fondement et qui sont vraiment qui arrivent, genre lorsque la 6ème génération a été annoncée et que le type fait a été entre guillemets annoncé, vu qu'au début beaucoup de gens parlaient du type fait, moi je me suis dit, un des puristes qui disait mais le type fait ça va être n'importe quoi, ça pourra jamais exister. Lorsque ça a été annoncé, je suis tombé des nues. Beaucoup de choses qui sont arrivées comme ça et que beaucoup de gens avaient dit et que je croyais pas sont arrivées et je suis tombé des nues. Je suis vraiment tombé des nues. Je savais déjà de toute façon qu'il ne pourrait pas avoir de 6G 2.0, puisqu'elle était de toute façon petite, mais elle a été confirmée par les méga évolutions. D'ailleurs, je ne voulais pas en parler, et de toute façon j'aurais pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui parlent de la synergie en 7ème génération. Le fait qu'on voit le dresseur dans les combats est une bonne indication de ce truc. Si la synergie existe, alors ça va poser un problème pour cette génération. Pourquoi? Tout simplement parce que le choix du stresseur, le genre masculin ou féminin, dépendra maintenant aussi des Pokémon avec qui on fusionnera. Et oui, pensez-y. Pensez-y. Parce que si la synergie existe, certains Pokémon ne pourront être utilisés que par
par le joueur masculin et d'autres Pokémon par le joueur féminin. Pour les starters, j'imagine que ça restera autrement. Mais ces formes-là vont dépendre aussi du choix de notre personnage. D'habitude, on est puriste. Quand on est un garçon, on prend le personnage garçon, et quand on est une fille, on prend le personnage féminin. C'est globalement le cas dans toutes les générations. Sauf si on est un gros malade et qu'on choisit un autre sexe. Mais bon, c'est comme ça. Donc cette idée de synergie dans la 7ème génération, je ne suis pas contre. Je dis juste que ça va être un gros bordel. Ça va être un véritable gros bordel pour le choix du personnage. C'est, comme je l'ai dit, si les formes dépendent du sexe. Sinon, ça pourra bien se jouer. On voit bien que dans la série que avec Stashanobi entre guillemets est une bonne idée. J'aimerais bien voir d'autres Pokémon comme celui-là. On verra bien. Et peut-être continuer un peu avec les méga évolutions. Même si le concept de synergie va sans doute enterrer la méga évolution, qui aura duré qu'une génération donc. D'ailleurs, en parlant de trucs comme ça, dernier point, peut-être que dans la 7ème génération, nous allons avoir le retour des saisons. Même si c'est un point qui n'a pas été abordé, le fait qu'ils aient introduit les saisons dans la 5ème génération et qu'ils les aient enlevées en 6ème génération m'a un peu gêné parce que certains Pokémon changeaient de forme donc durant les saisons. Et pour avoir ces formes, maintenant, c'était presque impossible. Il fallait les garder sur son ancienne version, attendre le truc pour les transférer dans X et Y. Il était très dur d'avoir donc les formes de Vivaldin et Edin d'ailleurs. Mais ça serait bien aussi donc que nous ayons beaucoup de Pokémon comme je l'ai dit, nous allons avoir beaucoup de trucs sur le soleil et la lune. Donc beaucoup de Pokémon qui évolueront donc avec le soleil ou la lune. Peut-être même des pierres nouvelles. Enfin non, pierre soleil et pierre lune n'existent. Je suis con. Mais bon. Beaucoup de choses qui pourraient être liées à ce gameplay. Des Pokémon, des trucs comme ça. De toute façon, le jeu doit sortir fin d'année et nous verrons entre temps ce qui va tomber. Que ce soit peut-être la synergie, les méga évolutions, les évolutions des starters, les champions d'arène, les arènes, le maître de la ligue, les teams ou la team. Nous verrons bien. Moi, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et dites-moi dans les commentaires, si vous voulez, ce que vous pensez de mes théories. Si elles sont bizarres, si elles sont correctes, si elles ont un bon fondement, ou si c'est juste du gros fanboy. J'espère que vous serez compréhensif avec ce que je viens de dire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.